40 nuances de Next. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en live à France Digital au FD Day. La dernière fois qu'on était en live, on a parlé d'IA et d'IA. Et là, je vais recevoir quelqu'un qui a pensé l'IA avant le buzz de l'IA. J'ai nommé Daniel Doppler. Salut Daniel. Salut Solène, merci de me recevoir. Daniel, tu es le cofondateur de QuickText. C'est cela même. Qui est une IA dans l'hôtellerie. Exactement. Que tu as créé en 2017. Bah ouais, t'as toutes les informations. T'as vu, j'ai bien travaillé. Ah, c'est dingue. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de QuickText Alors, QuickText est une IA qu'on a commencé à développer en 2017. Donc, on a commencé le 1er janvier parce qu'on était vraiment très, très motivés. Et on a La soirée du 31 n'avait pas été trop arrosée. Non, c'est bon, on avait été prudents. Je me rappelle très bien, on a livré notre premier client le 30 novembre 2017, donc 11 mois après. Donc après 11 mois de développement, on a livré en temps et en heure. Donc le premier client qui était l'hôtel Baume à Paris, d'accord, je m'en rappellerai encore. Un jour on mettra une plaque peut-être, le premier hôtel au monde qui avait une IA, quoi. Et ensuite on s'est développé bon an ballant, un petit peu en France. Mais très très rapidement on est parti à l'étranger. Alors pourquoi ? Parce que on n'a pas eu en France, je dirais, l'accueil qu'on aurait pensé. Pour une raison simple, c'est que nul n'est prophète dans son pays. On a eu beaucoup plus de portes ouvertes à l'étranger, surtout en Espagne d'ailleurs, que la France. Donc très très rapidement, on est parti à l'étranger. C'est parce qu'en fait, vous étiez sur un sujet qui était encore confidentiel, entre guillemets, et... Non. Parce qu'on n'en parlait pas en 2017 comme on en parle aujourd'hui. On n'en parlait pas en Espagne, on n'en parlait pas au Mexique, on n'en parlait pas aux États-Unis, mais l'accueil était meilleur dans ces pays-là qu'en France. Alors que pourtant on connaissait bien le marché français. Donc bref, bon, pas grave, on s'est développé à l'étranger bon an mal an. Et aujourd'hui, alors juste pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas et nos spectateurs qui ne connaîtraient pas QuickText, donc c'est de l'IA pour les hôtels uniquement, qui permet. Alors l'IA pour les hôtels qui permet. Donc il y a la partie visite de l'iceberg qui est un avatar qui s'appelle Velma. Velma à l'origine c'est la rousse dans Scooby-Doo. Pour ceux qui se rappellent. Donc on s'est inspiré de Velma, la fille qui était intelligente, qui savait plein de choses. Ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Donc c'est la partie qui va interagir avec le client sur le site web, sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, etc. Pour savoir s'il y a de la disponibilité, voilà, pour avoir des informations. Voilà, on peut poser plein de questions. Et donc cette IA est composée de deux morceaux. Donc la morceau intelligence, donc la partie cognitive. Donc on a développé, je dirais, vraiment la partie IA qui s'appelle QBrain chez nous. Pour bien comprendre, et c'est une IA qui est spécialisée dans l'hôtellerie, c'est-à-dire que cette IA, je la mets dans un autre département dans la banque, ça ne marche pas, qu'on soit bien clair. Ça, c'est la partie intelligence, et la partie connaissance, donc c'est la data. On a créé une base de données de 2300 points d'information par hôtel. Pour vous donner une petite idée, un site web d'un hôtel, c'est 200 points d'information, donc c'est énormément plus. Donc grâce à ça, on arrive à avoir des taux de réponse qui dépassent les 85%. Si on compare, c'est comparable. Si on pose les mêmes questions à l'équipe de réception de l'hôtel, c'est 30%. Oui, donc c'est le jour et la nuit. Donc, à partir de là, l'IA répond, donc Velma répond. Ça va demander, les gens vont demander aussi des disponibilités. Et donc, l'ensemble des disponibilités vont créer des leads commerciaux qui vont alimenter les CRM. Pour vous donner une petite idée, cette année, ça va représenter 900 millions de dollars. Donc, ça fait un peu de sous-sous quand même. À partir de là, les équipes de l'hôtel vont recontacter les clients pour les signer. D'accord ? Elle fait aussi des réservations en direct, mais le gros morceau, c'est vraiment l'alimentation des CRM. Derrière, ça va générer de l'automation par SMS, par WhatsApp, par email, etc. Si vous êtes dans l'hôtel, vous pouvez utiliser WhatsApp pour dire j'ai un problème avec l'air conditionné. Tout ça, Velma va le gérer, va créer un ticket pour la maintenance qui vont le gérer. Velma, connaissant exactement les besoins des clients, vu qu'elle est capable de les analyser, elle est capable de modifier en temps réel le site web de l'hôtel pour l'améliorer en référencement. Et elle est capable aussi de fournir la donnée qui va permettre de modifier les campagnes de publicité. Donc toute cette conversation va générer de la donnée. Cette donnée, on l'utilise effectivement aussi pour tout ce qui est marketing, communication. Pour les hôtels. Exactement. Et pourquoi avoir fait le choix de cette verticale de l'hôtellerie ? Parce qu'on la connaissait. Ok. Aussi simple que ça, on travaillait déjà avant dans l'hôtellerie. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a eu nos premiers clients, parce qu'il fallait être fou pour signer en bas de la page quand même. Alors je précise que vous avez tout fait en fonds propres. Oui. Que c'était pas ta première boîte aussi. Non. Qu'est-ce que tu as retenu justement des expériences passées pour cette dernière boîte ?
moi j'ai j'ai des aventures un peu spéciales avec les fonds en général. On n'est pas très amis tous les deux. Enfin, entre eux et nous. Déjà, j'avais monté une boîte. J'ai déjà monté plusieurs boîtes, mais une de mes boîtes s'était écroulée en 2001. Gros échec. Parce que les fonds nous avaient emmenés dans des directions que je ne voulais pas et cette direction nous a amené à l'échec, on pourra en reparler. Quand on a créé cette boîte sur l'IA en 2017, on allait voir les fonds qui nous ont regardés comme si on était des martiens. Donc on allait voir 5, hein, on allait avoir 5 qui vous disent des martiens, donc c'est pas la peine, on n'insiste pas. Est-ce qu'ils vous ont recontacté après ? Alors, on va y revenir parce que on a lancé le produit, on allait les voir parce qu'on générait de l'ARR. Des volets, oui, regardez, ça marche, ça fonctionne, ça génère des revenus. Et là, ils nous disent non, c'est pas scalable votre truc. Bon, bah, si, c'est scalable. Aujourd'hui, on est leader mondial dans le domaine. Donc maintenant, j'ai fait du financement par de la dette, du financement en fonds propres, c'est-à-dire mon associé et moi. Et grâce à ça, bah, aujourd'hui, on est maître de notre capital et on est maître de nos décisions. Donc évidemment, il y a des gens qui veulent au secours de la victoire. Donc aujourd'hui, on est une boîte rentable. On est leader mondial dans une verticale. Autant dire qu'il n'y a pas un seul jour où il n'y a pas un fonds qui nous contacte. Pas un seul jour. Mais alors, pas les fonds français, hein, essentiellement les fonds américains. Pas un seul jour. Et puis au départ, je répondais poliment parce que ma mère m'a toujours appris qu'il fallait répondre poliment aux gens qui nous écrivent. Mais là, c'est plus possible. J'en ai tellement, voilà. Et donc, en plus, quand je leur répondais, ils me réécrivaient. Donc, ça devenait l'enfer. Oui, parce que répondre, c'est une forme de oui. Et ouais, c'est l'enfer. Donc, non, c'est horrible. Je réponds pas, mais dites pas à ma mère que je réponds pas aux gens qui m'écrivent. Ok. Ouais. On lui donnera pas le lien pour écouter ce podcast. C'est la rentrée. France, le FD Day, c'est un peu la rentrée l'événement de la rentrée, pardon, qui lance cette rentrée. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de dire au monde de la tech en cette rentrée 2024 ? Les perspectives 2025 ? Alors, les perspectives 2025, bah, c'est très simple. Hein. C'est quand la mer se retire que l'on voit qui se baignait sans maillot de bain. Elle est très belle, celle-là. Ah, elle n'est pas de moi. Je la retiens. Ah, elle n'est pas de moi. Cadeau, mais elle n'est pas de moi. Pourquoi ? Parce que beaucoup de sociétés ont eu la bonne idée de financer la croissance en dehors de toute rentabilité et même en dehors de toute idée de rentabilité. C'est-à-dire que jamais se sont même posé la question est-ce qu'on sera rentable un jour ? Donc moralité, on faisait appel de levée de fonds pour lever de fonds. J'ai une petite histoire comme ça qui va en rafraîchir quelques-uns, refroidir pendant quelques-uns. J'ai des amis qui ont vendu leur boîte plusieurs dizaines de millions d'euros. À titre personnel, ils ont touché 0. Pourquoi ? Dilution, action prioritaire, terminé, rien du tout. Voilà, donc quand on lève beaucoup d'argent, ce qui est intéressant, c'est surtout voir les termes. Dans quelles conditions on lève de l'argent. Et les fonds en général, c'est écrit de telle manière qu'eux qui comprennent. Il faut être bien accompagné aussi. Il faut être bien accompagné, donc attention, levée de fonds danger. Voilà. Il y a un chiffre, non, qui t'a marqué d'ailleurs à ce sujet ? Oui, j'ai appris récemment qu'uniquement 3% des sociétés qui se créent, des startups globalement, allaient atteindre le million de revenus. Et je ne parle même pas du temps, hein, ça peut être entre 1 an, 3 ans, 10 ans. Mais 3% qui atteignent 1 million de revenus, ça fait beaucoup. Hein, et a priori 0,3 qui atteindrait 10 millions de revenus. Autant dire qu'il y a des moments en route quand même. Hein. Donc start-up, c'est un métier à haut risque. Et alors on dit que plus on se plante vite, plus on peut rebondir vite. Prochainement, avec Feuille Blanche, on lance un podcast sur l'échec entrepreneurial. Toi, t'en as connu ? Oui, ce que je disais tout à l'heure, j'ai connu un échec flagrant parce que j'avais monté une boîte à l'époque qui tournait très très bien. C'était une boîte dans la communication et à l'époque, on s'était engouffré dans la partie Internet qui intéressait évidemment beaucoup de gens. Hein. Mon plus gros échec, c'était à cette époque-là d'avoir mon ego qui a commencé à gonfler. Donc, quand il y a des gens, j'ai été accueilli dans les grandes banques françaises, dans les grandes salles de conseil d'administration, etc. On m'expliquait que j'étais un génie, d'accord, sans bouillir, hein, je précise le génie. Donc, évidemment, et à ce moment-là, votre tête enfle. Et quand la tête enfle, on fait des conneries. Et là, j'ai fait des grosses bêtises. La plus grosse bêtise a été de les écouter. Voilà. Et selon toi, comment on fait quand on est entrepreneur, justement, sur ces sujets d'ego, de tête qui enfle ? Parce qu'à un moment, ta boîte, elle peut super bien fonctionner, et le lendemain, parce que des choses sur lesquelles tu n'as pas la main peuvent la faire chuter complètement. C'est quoi la recette magique pour essayer de garder la tête froide ? Le secret, c'est de s'entourer de gens qui ne vont pas aller dans le même sens que vous. Il existe quelque chose en Israël qui s'appelle le 10e homme. Le 10e homme, c'est quoi ? Quand vous avez une réunion de 10 personnes, si les 9 premiers sont d'accord, le 10e a l'obligation de dire qu'il n'est pas d'accord. Et il doit prouver par A plus B que les 9 premiers ont tort.
D'accord. Donc, quand il y a une unanimité autour d'une table, c'est généralement pas bon signe. D'accord. Donc, parce que tout simplement, c'est toujours plus facile d'aller dans le sens du vent. Donc, il faut s'entourer de gens qui sont capables de te dire attention, tu vas te tromper. Et il faut être capable aussi de l'accepter. D'accord. Donc, s'entourer de gens qui sont à la limite sans filtre, quoi. Et je reçois beaucoup de jeunes, moi je suis vieux, hein. Je reçois beaucoup de jeunes qui viennent me voir parce qu'ils veulent monter leur start-up et je leur dis, écoutez, je vais vous rendre le plus grand service au monde. Je vais essayer de détruire par tous les moyens votre projet. Si j'y arrive pas, c'est bon signe. D'accord. Et si j'y arrive, c'est bon signe aussi parce que vous allez peut-être gagner beaucoup de temps. Voilà. Mais je fais ça vraiment de la manière la plus bienveillante qui soit. D'accord. Je dis vraiment, parce que tous les gens qui vont vous dire, allez-y, 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 vous allez vous planter pour une raison XY, c'est les mêmes qui vont dire ah oui, je te l'avais dit, ou je le savais, ou je m'en doutais. Donc n'écoutez jamais les gens qui vont dans votre sens. Écoutez les gens qui vous disent le contraire de ce que vous pensez. Et osez parler de son projet. Oui, alors ça en général, maintenant ça va. La parole s'est libérée quand même. Hein. Un petit peu. Me too, hein. Donc non, là-dessus j'ai pas de souci. Je propose de lancer le jingle Moi Président. Alors c'est la première fois qu'il y a un FDD où on n'a pas de gouvernement, mais peut-être que c'est aujourd'hui que ça va être annoncé, on ne sait pas, on attend d'une minute à l'autre toujours. Donc en fait, tout est permis là, Daniel. Si tu étais président de la République ou tu choisis le ministère de ton choix, quelle serait la première mesure que tu prendrais ? C'est très simple. Je prends un cabinet de recrutement et je demande de me recruter comme ministre les gens les plus compétents. Tout simplement. Voilà. Indépendamment de leur parti indépendamment de tout. De leur parti politique. Voilà, indépendamment de tout. Si c'est un martien, c'est un martien, mais je veux les gens les plus compétents. Et je fais confiance au cabinet de recrutement pour me trouver les gens les plus compétents. Ils feront jamais pire que ce que les autres font. Donc pas forcément des politiques. Ah non. Des gens de la société civile. Pour le ministère des Transports, j'ai pas besoin que quelqu'un soit encarté. Hein. Pour être dans le... Très bien. Comment le sujet de l'IA, c'est aussi un sujet de souveraineté nationale, européenne. Comment toi tu te positionnes par rapport à ce sujet-là ? Alors l'IA, ce que j'explique un peu à tout le monde autour de moi, c'est que les IA globalement demain seront toutes identiques. C'est-à-dire vous aurez la différence entre une Peugeot, une Renault, une Fiat, etc. Donc les IA, on aura beaucoup de mal à faire la différence entre les uns et les autres. Ce qui fera la différence, c'est la donnée qu'il a fournie. D'accord. Donc, et la donnée, aujourd'hui, c'est la partie la plus importante. Parce que souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, il faut savoir que l'intelligence se décompose en deux morceaux. La partie intelligente, dont on va parler, la partie cognitive, la partie de compréhension, et la partie connaissance et la donnée. Solène, t'es une fille très intelligente. Mais si je te demande la distance Terre-Lune, t'en sais rien. D'accord. Et ta beau être intelligente. Eh ben, c'est pareil pour l'intelligence artificielle. Vous êtes par la meilleure intelligence artificielle du monde, si elle n'a pas la donnée, elle ne vous répondra pas. Et si c'est une IA générative, le plus probable, c'est qu'elle vous réponde faux. C'est encore pire. D'accord. Donc, toute cette hype autour de l'intelligence artificielle générative, qui est géniale, hein, c'est quelque chose de fantastique, mais c'est comparer une voiture à un avion. C'est-à-dire, avant, les intelligences artificielles, c'était un vélo ou une voiture. Maintenant, on a un avion. T'as déjà essayé d'aller acheter du pain avec ton avion, toi ? Non. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Surtout la piste d'atterrissage devant chez la boulangère. Donc, pour aller chez le boulanger, le vélo, c'est quand même bien pratique. Ouais. Donc, on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle générative pour tout. D'accord ? Donc, ça, c'est important. Mais, pour l'histoire de la souveraineté, pour revenir à la question, donc, je pense que les IA, très rapidement, ça va être une commodité. Et on n'en parlera plus. D'accord ? L'aspect le plus important, ça va être la maîtrise des données. Les données qui vont nourrir ces IA. Et c'est là qu'il faut se battre. Et assez paradoxalement, on en parle assez peu. Si tu regardes tous les articles sur l'IA, les gens parlent de l'IA. On parle rarement de la donnée. Pas plus tard qu'hier, j'ai envoyé une démonstration de Velma qui fait une conversation téléphonique, etc. à un prétendu expert. Je lui dis, qu'est-ce que t'en penses ? Il m'a posé une seule question. Est-ce que c'est ChatGPT ? Pauvre type, il n'a rien compris, quoi. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'où vient la donnée. C'est ça la question. D'où vient la donnée ? S'il n'y a pas de donnée, il n'y a pas d'IA. Et donc l'IA générative, elle est très très forte pour tout ce qu'on appelle la logique floue. D'accord ? Fuzzy logic en anglais. C'est comme je t'expliquais tout à l'heure, si tu demandes à ChatGPT, fais-moi une politique marketing pour ma vente de chaussures, elle va te sortir un truc parfait. Voilà, tu modifies 3-4 bricoles, mais globalement, tu auras quelque chose qui tient la route. Dans l'hôtellerie, c'est pas l'IA générative, c'est pas la logique floue, c'est la logique dure. Est-ce qu'il y a une rampe d'accès pour les handicapés ? C'est oui ou c'est non, mais c'est pas entre les deux. D'accord ? Donc l'IA générative ne s'applique pas à la logique dure.
D'accord ? Et quand on veut l'appliquer à la logique dure, le problème, c'est qu'on risque d'avoir ce qu'on appelle des hallucinations. Et ça, c'est le plus grand danger aujourd'hui de l'IA générative. De l'IA générative. Pour on est presque à la fin de cet épisode, je propose d'envoyer le jingle de la claque. Waouh! Est-ce que tu peux nous partager, Daniel, en toute confidentialité, une de tes plus grosses claques ? J'en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est à l'époque, j'avais monté une agence de com qui tournait très très bien. Une 60-70 personnes, quand même, c'est une belle agence. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie de faire rentrer à fond dans une société qui marche bien. Qui était rentable. Et qui était rentable, qui tournait très bien, qui nourrissait ma famille, etc. 9 mois après, plus rien, quoi. Vous savez, il y a certaines personnes, on leur donne le désert, ils vont aller acheter du sable ailleurs. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la plus grosse claque. J'ai cru en ces gens-là qui étaient des sachants. Mais ils étaient des sachants dans leur domaine, pas dans le mien. Et ils m'ont envoyé, et je les ai crus dans la mauvaise direction. Donc malheureusement, j'étais mal entouré. J'ai pris plein de mauvaises décisions. Mais attention, je ne leur veux pas à eux, je m'en veux à moi. C'est moi qui ai pris les décisions. Mais qui t'ont servi pour tes aventures d'après. Ça c'est clair. Mais c'est clair, aujourd'hui, QuickText ne serait pas là où elle est si je ne m'étais pas pris la claque de cow-boy que je me suis pris il y a quelques années. C'est clair et net. Donc non, on n'apprend plus de ses erreurs, de ses succès. J'ai des potes qui ont lancé une boîte qui a super bien marché. Ils pensaient avoir le Midas Touch, tout ce que je touche se transforme en or. Toutes les boîtes qu'ils ont lancées derrière se sont plantées. Parce qu'ils se sont dit, j'ai la martingale fantastique, ça va fonctionner. Non, ils se sont trompés, ils se sont plantés, bing, bing, bing. Alors que quand on se plante la première fois, oh là là. On fait gaffe pour celle d'après. Et puis surtout, on a la tête qui réduit de volume quand même. Ouais. C'est quand même pas mal, toi. On rentre dans le chapeau, quoi. D'accord ? Ça peut servir. Pour finir, je voudrais juste parler des playlists quand même, on n'en a pas parlé. Et oui, parce que Velma, elle ne fait pas que répondre au nombre de chambres disponibles pour la clim, etc. Velma, elle fait aussi un truc dingue. Voilà. Alors, on a créé tout un storytelling autour de Velma, parce que Velma, elle est française. Donc son vrai nom, c'est Velma Turing. Elle vient de Oberkampf, le quartier un peu branché de Paris. Et tous les 6 mois, elle a un compte Instagram, ça s'appelle Velma Travel the World. 10 000 abonnés pour une intelligence artificielle, c'est pas mal. Et tous les 6 mois, elle fait la promotion de la musique française. Donc, la musique un peu indépendante quand même, quitte à venir d'Oberkampf, on va sortir un peu des sentiers. Elle adore Rebecca Warrior, donc genre de choses. Et donc elle fait la promotion de la musique française partout dans le monde. Donc tous les 6 mois, elle fait sa petite playlist que vous trouvez sur Spotify, Apple Music, Deezer, etc. Voilà. Et bien super. Et je vous invite à aller découvrir les playlists de Velma et aussi de vous abonner à 40 nuances de Next, à Cash Out, les productions de Feuille Blanche, et surtout continuer à nous regarder sur YouTube et à vous abonner. Et Daniel, il nous reste à te remercier. Merci beaucoup Solène pour ce moment passé ensemble. Super. À bientôt. Bonne bye journée. Bye. Au revoir. Feuille blanche. 40 nuances de Next.